Santé. In. Avec les yeux. Et bah santé. J'espère que vous n'avez pas la gueule de bois après ce qui s'est passé. Après ce qui s'est passé dimanche. Donc bonjour à tous les trois et à toutes les trois. Je sais pas comment on dit. À tous les trois. Tous des tous. Voilà. Je voudrais. Il y a pas des infos. Non mais c'est pas ça, c'est juste on sent que le professionnalisme extraordinaire de notre truc, genre l'intro est un peu genre voilà. C'est travailler à On l'entraînement. va On va dire que c'est à cause du deuxième tour. C'est le deuxième tour, ça laisse des traces. On est quand même tous un peu abattus. Du coup, je voulais d'abord faire un premier petit tour de table sur comment, la dernière fois qu'on s'était vu, c'était après le premier tour. Là, maintenant, on est après le second tour. Comment est-ce que vous avez, qu'est-ce que vous retenez en fait de la campagne du second tour? Et surtout, comment est-ce que vous analysez en fait ce qui s'est passé dimanche dernier? Marie, tu veux commencer? Ouais. Qu'est-ce que je retiens de la campagne du second tour? Je crois que je l'ai volontairement pas beaucoup écouté, parce que, notamment du point de vue de Macron, je trouve qu'il avait démarré une campagne très projet contre projet, alors que nous, on était dans une mobilisation de nos électorats au sens large, de l'électorat de la gauche au sens large, pour inciter les gens à aller voter contre l'extrême droite, et en se disant qu'il y avait une différence de nature entre les deux projets, au-delà d'accord ou pas accord. Donc je ne l'ai pas beaucoup écouté sur le fond, parce que je trouvais qu'on n'était pas du tout parti dans une optique de donner des gages, et je crois que c'était pas sa démarche au premier tour, ça l'a pas été au second. Il a même théorisé que le Front républicain ça n'existait pas vraiment donc Voilà, donc honnêtement, moi je l'ai pas beaucoup écouté sur le fond. J'ai un souvenir d'un débat assez technique, pas très surprenant, décevant et assez long. Donc maintenant, ça, pour le coup, on est un peu habitué, mais c'est long. Et plutôt du coup du rapport qu'on a pu avoir avec les électeurs, les sympathisants de gauche, avec lesquels on a pu échanger, travailler pour essayer justement de construire, si ce n'est la victoire de Macron, au moins la défaite de Marine Le Pen. On y est parvenu, mais je pense qu'on sera tous d'accord sur le fait que c'est probablement la dernière fois qu'on peut jouer cette carte du Front républicain, ou en tout cas une des dernières, parce qu'on a vu la difficulté qu'on avait eue à le mobiliser pour un écart qui est de plus en plus faible entre un candidat et l'extrême droite, quel que soit ce candidat. Pablo, sur je sais pas, l'état de fracturation de la France que finalement ce résultat du second tour nous donne à voir? bah moi je pense que bon, il y a une progression extrêmement inquiétante de l'extrême droite. Cette progression elle était déjà existante au premier tour au final, hein, parce qu'elle fait environ 600 000 voix de plus alors qu'elle perd des électeurs pour Zemmour, et puis des électeurs qui avaient voté pour elle dès le premier tour en 2017. Bon, au deuxième tour, elle progresse, et surtout l'écart entre les deux candidats est divisé par deux. En 2017, il y a 20 millions de voix pour Macron en gros et 10 millions pour Le Pen. Là, on est à 13-18, quoi. 13,2, 18 millions, en millions de voix. Donc, il n'y a plus que 5 points d'écart. On voit d'ailleurs que c'est la mobilisation des électeurs de gauche. Hein, si on prend les 42% des électeurs de Mélenchon qui ont voté, plus les 64% de Jadot, plus les poussières des communistes et des socialistes, on arrive en gros presque 4 millions, un peu plus de voix qui sont apportées par la gauche. Et ce que je pense qui est différent, c'est le fait que, en gros, pour moi, il n'y a pas eu de Front républicain. Le Front républicain, c'était une pratique. On a toujours en tête l'idée que c'était comme en 2002 face au père Le Pen, mais il y avait aussi une pratique dans les législatives, dans d'autres élections, où c'est de dire la gauche pouvait se retirer en faveur du candidat de gauche arrivant en tête face au risque de l'extrême droite, etc. Là, on était dans un geste extrêmement tactique, où des gens en sécession politique avec Macron, y compris sur cette question républicaine, des gens qui pensaient fondamentalement qu'il faisait du mal à la République, qu'il abîmait la République dans son mandat et dans sa pratique politique, qui l'ont fait parce que l'extrême droite, c'était un risque qui est quand même, dont ils étaient conscients, et qu'en plus, ils étaient engagés auprès d'électeurs, car moi, c'est mon cas, de gens qui seraient les premières cibles de la violence de l'extrême droite, et à laquelle on ne pouvait pas dire, bah, écoutez, on revient dans 3 semaines, on fait une petite pause, quoi, pousse, il y a l'extrême droite. Donc ça, et puis, d'ailleurs, la question ensuite, c'est l'approfondissement de la crise. C'est-à-dire que non seulement il n'y a pas eu vraiment de Front républicain, il y a une sorte de barrage qui a tenu, mais en plus, il y a la possibilité d'avoir un front anti-Macron, en fait, un front renversé. Il y a des gens qui ont sérieusement pensé que, de toute manière, voter Le Pen,
c'était possible pour faire barrage à Macron. C'est-à-dire que en dehors d'une adhésion peut-être totale, ce qui est aussi le cas hein, pour beaucoup de gens qui ont voté pour le deuxième tour, comme c'est des électeurs de LR, des électeurs de Zemmour, pardon, il y a une possibilité pour beaucoup de gens de basculer vers un truc de on vote pour l'extrême droite contre la classe dirigeante en place. Et ça, c'est des basculements qui montrent l'approfondissement de la crise qu'on rencontre. Et dernier point là-dessus, c'est moi je trouve que pendant le deuxième tour, dans sa campagne et tout, elle a joué sa carte sociale chauvine, je dis toujours sociale chauvine, non, faussement sociale et véritablement raciste, c'est ça la formule, le truc, de manière assez habile, quoi. Elle a su parler, à mon avis, à des affects, à des gens, notamment quand ils avaient un débat hyper technocratique avec Macron, elle avait besoin de donner de la crédibilité par rapport à son débat de la dernière fois, mais là, elle a parlé à des gens, quoi. Et quand il parle de la retraite, etc., derrière, si on décortique les propositions, c'est peanut. En fait, c'est un piège, tu vois. Mais sauf que Je trouve dans qu'elle la... s'est fait pas mal piéger au débat là-dessus, d'ailleurs. Euh, par rapport à ce qu'on attendait comme figure du pouvoir d'achat, de la proximité, sur des propositions où elle aurait été à l'aise, hyper baquée. Alors je pense que bon, pour plein de raisons, elle a été déstabilisée dès le début avec tout ce début d'émission un peu décalé. Bref, je pense qu'elle a été déstabilisée et que ça a joué dans sa prestation. Mais j'ai trouvé qu'elle n'était pas au niveau de ce que la candidate en dynamique qui construit sa candidature depuis très très longtemps, qui avait beaucoup construit sur la proximité, justement le pouvoir d'achat, ce qu'on pouvait attendre. Bah, moi, je comprends ce que tu dis, mais en fait, quand le pouvoir d'achat est enfermé dans des débats entre TVA ou chèque énergie, et qu'il y a un type qui t'explique que le pouvoir d'achat va mieux alors que tout le monde pense le contraire et qu'il le ressent différemment, elle gagne sans avoir gagné les débats techniques. Et en fait, quand c'est elle qui parle de... Moi, j'avais vu son meeting en Avignon la semaine d'avant, et moi, j'ai vraiment eu peur. Genre, elle dit, nous sommes les candidats de l'égalité, de la justice sociale, des services publics, le bloc populaire contre le bloc élitaire. Il y a une espèce de mimétisme populiste comme ça, du clivage, mais remodelé dans sa sauce sociale chauvine. Et bon, on avait l'habitude, hein, c'est pas la première fois que le Rassemblement national fait ça. Hein. La ligne Philippot avait participé à cette espèce de brouillage. Et d'ailleurs, on voit bien dans l'électorat différent entre l'électorat Zemmour et l'électorat Le Pen. Mais je pense que voilà, ces enjeux-là, Quand souvent j'entends des gens qui sont sur les plateaux, des gens de gauche face à des gens d'extrême droite dire on est dans la merde parce qu'on dit la même chose et souvent on entend de la part de l'extrême droite on est d'accord. Comment on se démarque? Comment on fait pour dire Marine Le Pen en fait quand on est de gauche, on peut pas aller voter Marine Le Pen contre Macron parce que on se démarque. Comment on fait pour le faire? je pense, il y a deux techniques. Pour l'instant, il y en a une qui consiste à regarder très précisément ce qu'elle fait. Par exemple, de montrer comment une grande partie des pouvoirs d'achat qui est proposé, c'est sous la forme, en gros, de réduction des cotisations sociales et des baisses d'impôts, qui est un programme de droite classique, mais qui derrière se paye en diminution des droits sociaux. Et la xénophobie, ça a non, mais, aussi ce que je veux dire, et de l'autre côté, le fait qu'une grande partie de son soi-disant attachement au système social, c'est en fait une vision raciste de la société qui vise à... ça parle au cœur de son électorat, qui est un électorat qui est par exemple hyper anti-assistanat. C'est-à-dire que l'idée que eux ils sont en galère, on les aide pas, et donc on aide les autres, et donc dans les autres, comme par hasard, il y a tout de suite les étrangers. Et donc ce que tu dis est vrai, Pablo, il faut mettre en valeur le fait qu'on est dans un système qui a pour but voilà, d'écraser les autres et de montrer comment c'est je un pense projet que raciste fondamentalement, quoi. dans cette capacité à se différencier, il y a un aspect vraiment technique, c'est-à-dire vraiment aller au fond des choses. C'est peut-être pas le plus parlant, en tout cas, c'est pas facilement parlant. Pas que les gens sont des cons, mais on est sollicité par tellement de canaux différents, sur tellement de sujets différents, que d'avoir une analyse précise sur des propositions avec une dimension technique. Je veux dire, effectivement, elle s'affiche pouvoir d'achat, c'est difficile d'expliquer, même si c'est pas du tout impossible, mais c'est difficile d'expliquer comment les propositions qu'elle fait, en fait, c'est pas exactement des propositions sociales. Et après, il y a l'autre aspect qui est quand même de développer une autre vision de la société et notamment de battre en brèche, et ça je pense c'est pas d'hier qu'on a du mal à le faire, le fait que alors, que ce qui se cache derrière le slogan «Notre diversité fait notre richesse», c'est en fait des réalités. C'est que ça fait notre richesse intellectuelle, ça fait notre richesse économique, ça fait notre capacité au partage, ça fait notre capacité à co-construire, etc., etc. Et y compris en adressant des sujets qu'on est parfois mal à l'aise d'adresser. Et je pense que là-dessus, on a un gros travail à faire.
euh, justement peut-être de conscientisation de classe, en fait, de recomposer, et ça je pense que c'est important, recomposer notre lecture de la société, y compris à travers des clivages peut-être plus économiques que sociétaux. Mais même sur les questions économiques, en fait, ce qu'on comprend pas, et je pense que c'est ça qu'il faut mettre en valeur, c'est que les classes populaires de droite, d'extrême droite qui votent Marine Le Pen, en gros, et celles de Jean-Luc Mélenchon, là, elles ont déjà des profils un peu différents, hein, quoi. Genre, Oui, oui. chez Mélenchon, ils sont déjà un peu plus diplômés, etc., même si c'est pas exclusivement le cas. Et d'autre part, c'est qu'ils ont des visions de la société, notamment du travail, donc de la question des richesses, etc., qui sont antagonistes. Et en fait, du coup, l'illusion de maintenir que les uns pourraient passer de l'un à l'autre, il faut la briser pour pouvoir poser les problèmes. Parce que c'est ce qu'on disait quand tu disais c'est xénophobe, c'est que la question de classe au RN est fondamentalement genre liée. Donc c'est ce truc de anti-assistanat, eh ben ça se reporte sur ceux qui sont assistés, mais du coup ensuite, enfin il y a une espèce d'aller-retour en permanence entre les deux. C'est une articulation. Et c'est pour ça aussi qu'elle est forte, c'est qu'en gros, les gens qui sont illustrés dans la présidentielle, c'est ceux qui ont été capables d'articuler des sujets et pas de les mettre les uns après les autres, quoi. Alors, il y a cette élection, enfin, moi, je reste persuadé que quand même un vote, ça structure, euh, ça peut structurer des identités, tiens, arrive le chat, des identités individuelles et des identités politiques. Là, du coup, on a beaucoup de gens qui ont voté pour Marine Le Pen, notamment au second tour. Quel portrait, en fait, ça dresse de la France? Et j'aimerais mettre ça en parallèle avec cette vidéo qui a beaucoup tourné sur les réseaux sociaux et qui a été abondamment commentée, où on voit la salle des fêtes, enfin une salle à Hénin-Beaumont, où il y a notamment deux femmes qui, à l'annonce du résultat et en gros à l'annonce de la victoire d'Emmanuel Macron, hurlent de rage leur désespoir en disant fuck, etc. Vraiment en exprimant en fait quelque chose de l'ordre de la haine et de la rage qui, enfin, semble un peu dépasser en tout cas ça dépasse largement le domaine de la raison, mais à vrai dire il y a des affects en politique, il y a pas de, il y a pas de problème, mais comment est-ce qu'on fait, enfin c'est quoi en fait la proposition de la gauche pour recoudre cette France où la gauche en fait elle pèse bon 30% au premier tour, la gauche politique, mais où genre les gens en fait qui ont ça au corps, qui ont cette haine en fait maintenant qui est chevillée au corps, notamment cette haine, vous en avez parlé tous les deux, à l'encontre de Macron. Comment est-ce qu'on fait en fait pour leur redonner genre, envie en fait de vivre, de vivre ensemble, tous ensemble sur le territoire français? Bon, déjà, moi, il me semble que cette colère, cette volonté d'éructer une division, elle dépasse, elle dépasse l'extrême droite. C'est-à-dire que je pense qu'il n'y a pas que l'extrême droite qui est dans cette situation-là. Je pense qu'on l'a vu dans tous les réseaux militants, par exemple, sur les réseaux sociaux. Donc, je pense que ça nous interroge. Chez certains cadres, hein, et élus. Oui, oui, non, mais y compris chez certains cadres élus. Donc, je pense que ça dit quelque chose qu'on savait quand même avant de démarrer la campagne, à savoir que notre société est profondément divisée. Et elle est profondément divisée, on ne reviendra pas dessus, mais par tout un tas de sujets qu'on a déjà abordés. Le fait de ne pas se reconnaître dans les représentations liées à la mondialisation, le fait de souffrir d'un déclassement réel ou d'un sentiment de déclassement, parce que les deux sont des souffrances en fait. Hein. Donc je pense que et la fracture autour de la ruralité versus la métropole dans le vote traduit ça quand même de manière très forte. Donc, je pense que ça n'est pas une surprise, qu'on peut faire semblant de le découvrir à chaque fois qu'on vote, à chaque fois qu'il y a un mouvement social et qu'il déborde, à chaque fois que... Bref. Donc, je pense qu'aujourd'hui, la situation, elle est connue. Comment on la résout? À un moment donné, ça va être, à mon avis, une double responsabilité, en tout cas à gauche. Je ne parle pas de ce que pourrait faire Emmanuel Macron, qui pourrait faire beaucoup de choses. Il est au pouvoir. Donc, on pourra y revenir une fois, mais je veux dire... c'est à mon avis tout un autre débat. Mais si on estime que c'est pas lui qui aujourd'hui va recoudre, en tout cas complètement cette partie-là, il y a un vrai sujet autour du fait que la gauche, se donne les moyens d'arriver aux manettes dans tout un tas de niveaux de décision. Hein. C'est demain les législatives, mais c'est après-demain les européennes, après-demain les régionales, les municipales, etc. Et que cette gauche ne trahisse pas. C'est-à-dire qu'elle soit à la hauteur des espoirs que les gens vont placer dans son projet, etc. Et tout en choisissant dans sa manière de mettre en œuvre, et ça je pense que ce sera important, une formulation apaisée.
C'est-à-dire que si on agit uniquement dans l'opposition, on va, ou en tout cas dans l'opposition virulente, non pas qu'il ne faille pas s'opposer de manière dure, mais dans le choix de la forme, on a aussi une responsabilité pour réconcilier les Français, et dans la forme de l'exercice du pouvoir, qui est autre chose que l'opposition. Et je pense que c'est vraiment, vraiment important pour les suites. Pablo? Moi, je suis pas d'accord avec ce que tu viens de dire, mais alors vraiment pas du tout. Mais non, Ça m'étonne. et je n'ai pas utilisé le mot de traîtrise de la gauche, même si j'ai pu le faire par le passé. Non, mais on est dans une situation. Déjà, il faut. J'ai vraiment en tête là, il y a un rapport de Clara Zetkin à l'Internationale communiste sur la montée du fascisme en Italie. Et elle dit un truc, elle dit, genre, en fait, la montée du fascisme elle s'inscrit dans un contexte, c'est l'effondrement de l'État bourgeois, mais donc on peut dire en gros la crise politique, la crise des mécanismes de la négociation collective, la crise de la médiation politique, donc l'incapacité de certaines demandes sociales, de certaines demandes existentielles des gens à s'exprimer par rapport au rapport de force qui est engagé avec une offensive néolibérale qui fait très très mal au pays. Et de l'autre côté, la crise, elle dit, la crise du capitalisme en gros, enfin, et on en sort pas en fait depuis 2008, puisque 2008 et puis ça continue, etc. Et qu'on est dans un... Et elle dit à un moment, elle dit les communistes doivent comprendre qu'en fait des larges couches sociales de la société sont en train de basculer en faveur de ces mouvements fascisants. Et elle dit d'ailleurs, on le voit, il y a des déshérités, des gens en colère, des gens qui ont le sentiment d'avoir perdu leur sécurité existentielle. Bon, et la sécurité existentielle, aujourd'hui, elle s'exprime chez ces gens de deux façons. D'abord, sur cette question dont on parlait, pouvoir d'achat, il y a un vrai problème de niveau de vie. Dans toutes les enquêtes, les électeurs du Front National, ils se disent on a du mal à boucler les fins de mois, on a des catégories qui ont le moins d'argent, etc. Mais sauf que le problème, c'est ça la question raciste derrière, c'est que leur sécurité existentielle, elle mute aussi très facilement sur genre une question voilà, de fracture raciale. C'est des classes populaires blanches qui expliquent qu'en gros, ils veulent avoir plus sur le dos de ceux qui sont considérés comme pas français ou qui sont donc comment. J'ai juste une question par rapport à ça, mais c'est une vraie question d'analyse et de. Est-ce que tu as l'impression que c'est avoir plus consciemment, volontairement sur le dos d'eux, ou c'est que c'est des gens qui pensent qu'ils sont objectivement sacrifiés pour d'autres? Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que c'est pas le même motif au départ. Je ne vais pas complètement répondre à la question, mais en tout cas, je pense que au niveau politique, au niveau de ce que propose le Rassemblement national, c'est très, 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 très clair. Il propose une recomposition du champ politique en disant, tu sais, c'est le truc priorité nationale, préférence nationale, ils ont changé 50 fois le terme, mais c'est très clairement de dire, dans la révolution sociale, on ne vous promet pas la révolution socialiste, entre guillemets, mais on vous promet que vous serez avant les Arabes. Donc il y a une vraie question d'assises racistes sur ce projet. Alors ensuite, dans le sentiment, en fait, ce que j'essaie de dire tout à l'heure sur la question de classe, c'est que la vision du travail, par exemple, dans cet électorat, c'est une vision, on va dire, individualisto-méritocratique. C'est-à-dire le sentiment que eux ils travaillent, qu'ils sont méritants, et c'est pour ça qu'ils sont anti-assistana. C'est-à-dire qu'ils ont une vision individualiste qui, souvent, se plein d'électeurs, notamment dans le périurbain fracassé, pas n'importe quel périurbain, le périurbain où les bassins d'emploi, ça fait très mal, ou le chômage, la fermeture d'usines, et ils ont une vision qui est notre intégration ne va pas se faire via le capital scolaire, qui est la stratégie d'intégration des classes moyennes, des classes populaires de gauche notamment, qui misent sur l'école pour s'élever, et qui est vraiment en mode je travaille, je mérite, donc je suis contre les aides sociales dans une certaine... Je suis contre les chômeurs parce que les chômeurs ne trouvent pas d'emploi, c'est les feignants. Je suis contre qu'on donne des aides sociales parce que nous, en fait, c'est des gens qui sont situés à un niveau où ils sont pas ils sont en train de basculer ou ils ont la peur de basculer. Moi, et le problème et le paradoxe là-dedans, c'est que pour pouvoir démener la situation, tu as l'impression que tu dois... Oui, ils ont basculé. Oui, ils ont basculé, mais je veux dire, entre guillemets, il fallait les basculer dans l'autre sens. Ce qui n'est pas évident avec tout ce qui est le contenu xénophobe hyper installé. Hein. On a des chiffres très, 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 très clairs sur les 80%, les 85% qui disent il y a trop d'immigrants en France, les musulmans c'est un problème. Donc c'est des gens qui sont racistes, il faut arrêter de dire c'est juste de la colère. Et le problème c'est que, imaginons qu'on voudrait faire un basculement dans l'autre sens, c'est-à-dire les rallier, tu es dans un paradoxe. À mon avis, l'état de la gauche c'est aussi ça, c'est de dire la gauche aurait besoin d'être dans une situation où elle montre qu'on peut aider tout le monde. C'est-à-dire venir avec des politiques sociales qui viennent améliorer la situation de ces gens-là, autant sans faire de choix que les populations qui sont genre hyper fragilisées par la violence qu'elles connaissent aujourd'hui, qu'elles soient exilées sans papier ou qu'elles soient victimes de discrimination systématique et française.
Et sauf que là, tu te dis, mais comment tu arrives au pouvoir sans avoir aussi des soutiens parmi ces... Et donc ça, c'est un paradoxe, pour l'instant, on n'a pas de sortie. Ce que je pense, c'est que de toute manière, là, la gauche, en tout cas la candidature de Jean-Luc Mélenchon, elle est venue réobtenir en partie un certain soutien chez les classes populaires racisées, des quartiers populaires, et que ce soutien, il est ni solide, ni enfin, tu vois, il est pas terminé. Donc, ils peuvent rien laisser dessus, rien lâcher là-dessus, pardon. Et de l'autre côté, je pense que il y a une question d'implantation militante qui est complexe à mettre en place. Et de l'autre côté, je veux dire, si on avait une solution, on ne serait pas là, tu vois, on serait en train de... Moi, je voulais rebondir là juste sur le dernier aspect, la question de l'implantation militante. Je pense que pour le coup, un des enseignements du premier tour, là pour le coup, moins du second, même si il va un peu dans le même sens d'une certaine manière, l'implantation l'une des leçons du premier tour, c'est que on a des vases très communicants entre les électorats de gauche, au sens large, qui traduisent la faiblesse d'une structure militante au sens implantation, construction de long terme, etc., qui traduit l'effondrement de cette structure au Parti socialiste, le non-aboutissement de sa construction au sein d'Europe Écologie Les Verts, et le différentiel entre le score de la de Jean-Luc Mélenchon à cette élection par rapport à celui des élections intermédiaires montre que autant il incarne et ils sont capables de construire une dynamique et un appareil militant en cas de campagne, autant c'est pas la traduction exactement d'une construction implantée de long terme. Donc ça veut dire que pour la gauche, il y a aussi un péril, alors pas que pour la gauche, hein, je pense que c'est un peu vrai pour tout le monde, mais cette dynamique du vote utile et cette capacité à emporter, à mon avis, doit nous amener à réaliser notre assez grande fragilité dans les mois et les années à venir. C'est-à-dire qu'il y a probablement, on en parlera peut-être un petit peu tout à l'heure, une option pour le troisième tour, pour les législatives, pour essayer d'incarner quelque chose, justement d'essayer d'être ce contre-pied de ce deuxième tour, voilà, qui a démontré aussi l'absence d'un certain nombre de thèmes, l'absence d'une manière de voir, de penser. Mais quels que soient les résultats de ce troisième tour, et quand bien même il s'agirait d'un raz-de-marée de la gauche et des écologistes, il ne faut pas qu'il fasse oublier la fragilité des implantations et la nécessité pour la gauche de réfléchir à la repolitisation de la société au sens partidaire ou militant en tout cas, et à l'implantation locale, qui à mon avis est très belle. Ça va se faire tout seul, à mon avis. Enfin, la gauche n'aura pas le choix parce qu'après les législatives, il y a 4 ans sans élection. Non, c'est pas vrai. Non, c'est en fait c'est Il y a quoi? 2024, ouais. 2024, Les 2 ans. européennes. Oui, les Non, européennes, mais ça va même- méga mobiliser. Mais en tout cas, il va falloir travailler le terrain et tu vas pas être en Sans campagne action. avoir. Mais justement, c'est exactement ce que je veux dire, c'est que c'est peut-être pas une question seulement de fragilité des formes organisationnelles, parce qu'au final, genre, mais Macron, son parti, il est bidon, genre le RN, c'est un parti ruiné où ils ont des problèmes. Oui, mais on est la gauche. Mais Macron, il C'est pas veut- pareil, la gauche. Peut-être, mais ce que je veux dire, c'est qu'au final, Jean-Luc Mélenchon, avec une organisation très fluide, il a fait des gazeuse. il a fait des résultats extraordinaires. Ah, le Donc gaz la est question fluide. c'est, moi je suis un partisan du parti, donc j'ai pas de problème avec ça. Je pense juste que la question, c'est pas une question nécessairement de fragilité que d'utilité sociale, et justement en dehors des élections. C'est-à-dire qu'il y a un moment où, à quoi sert une gauche politique? Alors tu disais tout à l'heure, c'est une question, il faut pas être que dans l'opposition. Moi je suis pas d'accord, il faut se saboter en En fait, tu testes ta concentration, tu vois. Le quinquennat Macron. En plus, il n'aime pas les chats. Du coup, ouais, il faut saboter la politique de Macron et avoir vraiment un front constitué en permanence là-dessus. Je ne pense pas que c'est une question de ton et de niveau d'opposition. Simplement, cette opposition est d'autant plus légitime, à mon avis, que derrière, il y a une pratique militante qui permet certains... voilà, une mise en... On dit en permanence que les gens sont dans la merde à cause des politiques qu'ils mènent. Il faut une mise en protection de ces questions. Quand on dit on veut lutter contre la marchandisation des choses, eh ben, il faut travailler à des espaces
on produit des démarchandisations. Comment on fait? Bah, je sais pas, il faut faire comme font beaucoup d'associations, du soutien scolaire. Tous les profs qu'on a dans nos partis, moi le premier, je préfère faire 1 heure de soutien scolaire que de tracter certains tracts à des moments où c'est pas utile, même si ça peut être très utile. Sur toutes sortes de pratiques qu'on C'était doit ça le remettre sens en... de mon propos sur la réimplantation, hein. C'est pas tellement savoir si tu crées une cellule, pas une cellule. C'est que, ceci dit, il y en a aussi besoin à moyen et à long terme, parce c'est aussi des lieux où les gens se rencontrent et où ils co-construisent. Mais enfin, je partage ton point de vue sur le fait qu'il ne s'agira pas que de tracter, il ne s'agira pas que. Il va s'agir d'être présent et en capacité de faire collectif, quoi. Ouais, et puis sur cette question du racisme, on se rend pas, il faut quand même que, on se rend compte que on disait tout à l'heure, c'est juste, ils n'aiment pas les immigrés, c'est plus profondément que ça, c'est que malheureusement aussi, des gens extrêmement précaires ont un avantage, enfin, en tant que blancs, dans des possibilités. Par exemple, il y a des sociologues qui montrent que dans ces communautés, dans le périurbain, en dehors des grands centres-villes, eh ben, il y a une espèce de cooptation en fait, avec les élus locaux, de la façon dont qui achète un appart, un logement dans telle commune, etc. Donc c'est difficile à comprendre. C'est pas parce ils sont hyper précaires aussi dans les revenus, dans la façon dont ils vivent. Il y a un vrai problème qu'ils ont. Et c'est pour ça que les batailles qu'on peut faire sur la disparition des services publics, etc., je parle dans les milieux ruraux, etc., elle est hyper importante. Mais on est dans une situation où il va falloir quand même engager extrêmement fortement la question d'une lutte sur, on va dire, antiraciste qui ne cède rien pour plaire. C'était ça l'erreur des discussions à gauche il y a 2-3 ans. Encore peut-être un sujet, mais là, c'est peut-être la ruralité qui parle. C'est qu'il y a plein d'endroits où moi, je suis pas du tout, qu'on m'entende bien, je suis pas du tout en train de dire qu'il faut abandonner la lutte antiraciste. Je suis juste en train de dire que je pense que il y a des pans entiers de notre territoire, notamment dans les milieux ruraux, où en fait la question du racisme se pose de manière assez marginale, rapport au fait qu'il y a assez peu de gens qui viennent de l'extérieur et globalement plutôt bien accueillis en fait dans le milieu rural. Une partie, et je pense que ça c'est un vrai sujet pour les années qui viennent, une partie des thèmes que l'on porte, y compris à gauche, ou des débats qui sont portés sur la place publique, semblent très très éloignés de toute une partie du vécu. En tout cas, il faut l'entendre, je pense. Je pense que c'est pas parce que... Quand Marine Le Pen est en tête dans 22 000 des 36 000 pense... communes, et à un moment donné, on peut pas se dire... Je pense que c'est pas parce que t'as jamais vu genre un noir, un arabe ou un musulman que t'es pas raciste ou islamophobe. Alors, c'est pas ça que je dis. Je pense que genre tu peux tout à fait, hélas, genre les peurs, tu vois, genre elles sont tout souvent à fait. liées sur des fantasmes. Je dis justement, c'est exactement ça que je veux dire. On parle beaucoup de racisme, d'islamophobie à la télé, y compris dans un cadre hyper négatif. Hein. Donc, je dis juste que quand tu vis dans la grande ruralité, que tu vas dans une ville qui dépasse 5000 habitants, on va dire 1 fois par mois, voire 2 fois par semestre, la question une partie des débats qui sont posés sur la table et dans le débat médiatique n'ont aucune réalité pour toi. Ouais. C'est-à-dire que et qu'il y a une partie des débats qui ne sont pas posés, il y a une partie de débats qui ne sont jamais posés dans notre manière d'appréhender le débat médiatique qui intéresse beaucoup les ruraux non, moi attends, si je puis me permettre d'abord, après je te donne la parole, Pablo. Je pense qu'il y a une partie des questions en fait effectivement qui sont liées à la ruralité qui ne sont pas posées, ça c'est tout à fait vrai. En revanche, je pense que c'est pas parce que en fait tu ne vis pas certaines expériences que tu en es totalement étranger. Par exemple, je prends pour exemple ce qui se passe en Ukraine actuellement. C'est très éloigné ce qui se passe en Ukraine. Ce qui s'est passé en Irak à un moment, ce qui s'est passé en Syrie ou ce qui s'est passé en Afghanistan il y a un peu moins d'1 an. Pour autant, ça ne veut pas dire en fait qu'il n'y a pas de profonds affects en fait qui peuvent se créer. Là, je parle par exemple du racisme. Genre, tu parles de toutes ces communes qui ont voté Marine Le Pen et qui n'ont sûrement jamais vu un noir ou un arabe de leur vie. Alors même que c'est le cœur, c'est le cœur du programme de Marine Le Pen, cette xénophobie, ce racisme et cette islamophobie. Je pense que on ne peut pas les dédouaner en disant non, mais en fait ils ont juste eu le programme social de Marine Le Pen. Non, mais je dédouane. Alors, qu'on soit clair,
mon propos n'était pas de dédouaner. Mon propos est de dire à un moment donné, si on veut s'adresser à cette population-là et Marine Le Pen, regagner... elle parle pas non plus d'agriculture. Hein. Non, Enfin, je veux dire, elle parle pas aux territoires je ruraux. suis Hein. d'accord, mais elle ne leur parle que... elle ne leur D'islam, parle... et ça leur parle. Alors, je suis pas sûre. Hum. Je suis pas sûre. Ceci dit, ce que je pense, c'est que si nous, on veut regagner toute une part de cet électorat-là, il va falloir qu'on soit capable de leur parler de problématiques qui les intéressent. Et je suis désolée, a priori, c'est pas en parlant d'agriculture, parce que les agriculteurs, ils sont 2% de la population. 50% du territoire, 2% de la population. Donc, c'est pas en parlant d'agriculture, y compris parce que quand nous, à gauche, on parle d'agriculture, en fait, visiblement, c'est pas dans les agriculteurs qu'on fait les meilleurs scores. Donc, je pense, j'ai pas de solution clé en main. Non, mais là où je pense que tu as constate raison, juste c'est qu'il y que. a une disproportion Oui, bien sûr. entre toute une part du territoire, et qui est presque en kilomètres carrés plutôt qu'en nombre d'habitants, mais il y a toute une part du territoire qu'une part importante de nos débats, y compris de nos débats là à nous quatre, n'intéresse pas ou intéresse de très très loin. Alors, c'est pas une question d'intérêt, concerne directement de très très loin. Et du coup, l'appréhension des erreurs, des approximations, des conneries dans ce débat, eh ben, je ne suis pas sûre qu'elle soit exactement la même que celle de personnes qui questionnent, rencontrent, etc., nos sujets de débat tous les jours. Et je pense que ça pose un grand sujet pour l'avenir. Il y a un décalage entre le traitement médiatique ou politique de certaines questions et une partie de la population, ça on peut probablement pas le nier, mais je me demande sur quoi tu te bases pour dire que les débats, la façon dont on s'adresse à ces gens-là, est déconnectée, ou déjà quelle ruralité, tu vois. Parce qu'encore une fois, les ruraux en Ardèche, ils n'ont pas voté Marine Le Pen, tu vois. Parce que les ruraux en Ardèche, c'est pas les mêmes que les ruraux, dans les Hauts-de-France, entre guillemets ruraux, tu vois. C'est vraiment une question de... Alors, il y a plusieurs ruralités, mais si tu regardes chez moi, par exemple, tu peux faire dans les Hautes-Pyrénées, tu peux faire une carte sur la ruralité. La ruralité qui va bien, chez moi, c'est celle de la montagne, celle qui est les touristes. Celle-là, elle a voté au premier tour plutôt franchement à gauche, et Macron, et au deuxième tour, elle a voté Macron large. Et après, tu peux, sur la carte, dans le même département, des pans entiers du département qui sont plus agricoles, moins touchés par le brassage lié au tourisme, etc., avec moins de services, qui ont voté Marine Le Pen assez fortement. Alors, dans un département qui vote plutôt à gauche, donc tout va bien, mais... Ce qui prouve mon point, c'est qu'en fait, il n'y a pas une ruralité, il y a des intégrations à une capacité à reproduire sa force matérielle, c'est son existence. Et en fait, c'est ça le problème, c'est qu'il y a un problème de fond, et ce qu'on sait, c'est que les endroits où, dans le périurbain, la ruralité, comme cette reproduction matérielle de soi est impossible, l'option politique qui est retenue, c'est une option fermement libérale au sens individualiste et antisocial et raciste. C'est tout. C'est pour ça que je veux dire, c'est que je ne pense pas que ce soit une question de discours, même si la gauche a beaucoup plus parlé en parlant des services publics. Ils n'ont pas parlé que de l'éducation nationale avec l'idée. Ils ont dit il y a des écoles qui ferment dans la ruralité. Ils ont dit il y a un éloignement des services publics. C'est pas ça qui a marché non plus, tu vois. Et puis il y a des ruralités où, bah voilà, il y a des gens qui font aussi de l'agriculture bio. Il y a des nouveaux ruraux. Il y a des nouvelles implantations de personnes. Il y a des endroits où ça se passe bien. Mélenchon dans sa conférence, il en parlait jeudi là, où il montre que il y a dans le sud, du sud-est au sud-ouest, il y a un arc où il y a une ruralité qui vote aussi pour lui. Donc la question c'est ce que je disais, c'est le paradoxe, c'est que on connaît les problèmes. Tu regardes même du côté de là où il est Ruffin, les mecs, c'est un endroit où c'est là il y a le plus d'usines qui ont fermé. C'est un endroit où les bassins d'emploi sont fracassés. Donc il y a peut-être une réflexion à avoir sur comment on cible les bassins d'emploi qui sont en difficulté et comment à l'intérieur de ça, on vient travailler au corps, et notamment la socialisation. La question de l'implantation, c'est ça. C'est que si tu regardes... Il y a des potes qui ont écrit un bouquin qui montre que, en gros, dans des endroits, enfin, tu peux regarder, plus les gens sont intégrés aussi, et ça, c'est un truc classique en socio, à des associations, à des activités, plus il y a un barrage. Ça, c'est le vote Front National peut aussi être un vote anomique, en fait. C'est-à-dire, t'es en rupture de banc. C'est des gens qui sont. Pourquoi ils sont individualistes et pourquoi ils sont aussi en insécurité dans leurs sentiments? Et que tu regardes les enquêtes d'opinion, ils disent avez-vous confiance en autrui? Non. Avez-vous confiance en vos voisins? Non. Et après, ils te disent, mes premières préoccupations, c'est sécurité, ça. De fait, tu vois. Donc, il y a... en fait, c'est ça le truc, c'est que pour l'instant, j'ai pas de solution. Mais je ne crois pas à on fait face à des phénomènes qui nous dépassent largement, quoi.
on est dans des populations qui sont désintégrées socialement, et c'est pas vrai que c'est une question de discours qui va les répondre. Donc la question, c'est comment tu Ça mènes passera par un discours. Ouais, mais alors, justement, c'est une ça qui est lutte de classe à intéressant. l'échelle du pays pour réorganiser des blocs, Ouais, mais c'est-à-dire alors, grignoter ouais, mais où alors, tu peux justement, sans faire attention, de enfin, tu concessions. utilises différents termes. Enfin, Pablo, depuis tout à l'heure, tu as utilisé différents termes. Tu as utilisé le mot bloc, là, tu viens d'utiliser le mot classe, c'est-à-dire bloc populaire, classe. Est-ce que, genre, pour toi, tout ça est équivalent? Ou est-ce que, moi, je note quand même, tu vois, que à gauche, et notamment dans genre, la partie de la gauche qui est genre, en ce moment la plus en dynamique, c'est-à-dire la France insoumise, on n'utilise pas du tout le terme de classe, enfin, sauf si je ne m'abuse, on utilise le terme de bloc populaire. Comme tout à l'heure, tu as dit que Marine Le Pen l'utilisait, mais il s'avère que c'est aussi utilisé à la France insoumise. Bloc populaire contre bloc élitiste ou bloc bourgeois, enfin, ça dépend, il y a des petites variations. Est-ce que ce glissement, en fait, qui est un glissement, bon, d'abord sémantique, mais qu'est-ce qu'il traduit? Est-ce que finalement, il n'y a pas aujourd'hui une lecture qui serait plus strictement sociologique, tu vois, genre en gros, il y a un vote de bloc, tu vois, plutôt qu'un vote de classe, parce que, enfin, pour moi, la différence que je fais entre un bloc et une classe, c'est que la classe, elle a un projet, alors que, genre, le bloc, c'est une réalité sociologique, tu vois. Est-ce que toi, tu fais la même lecture de ça ou pas? Non, je pense que le terme de bloc, il a pour avantage de pouvoir ensuite avoir plusieurs couches. Tu vois. C'est-à-dire que dans chaque bloc, tu as une couche idéologique, c'est-à-dire quel est le consensus idéologique sur lequel se rassemble, et ensuite Ah, idéologique, pas sociologique. La définition n'est pas d'abord sociologique. idéologique, mais cette substance idéologique, elle est produite par un alignement social, c'est-à-dire une question de classe. Quelles sont les alliances de classe à l'intérieur? Quelles sont l'organisation des classes à l'intérieur? Attends, je comprends pas. Tu me parles d'alliance de classe au sein du bloc populaire. Bien sûr, parce que par exemple, l'électorat de la France insoumise, c'est déjà une alliance entre certains segments des classes populaires, et là, la France insoumise parle de classe populaire quand on désigne dans cette expression classe populaire, mais ensuite, il y a aussi les couches moyennes. Mélenchon, dans sa présentation, il esquive pas le sujet. Il dit, ben voilà, on sait, parce que l'idée, c'était de grignoter. Donc, en gros, si tu as un bloc, ce qui est intéressant, c'est que ça permet de dire, voilà, il y a plusieurs couches. Et en gros, la couche sociale, c'est-à-dire quelle est l'alliance de classe à l'intérieur. Ensuite, il y a une couche idéologique, qui est la production idéologique, le compromis entre ces alliances de classe et sur lequel est construit ce truc-là. Et puis après, tu peux rajouter une strate organisationnelle. C'est-à-dire qu'au final, il y a des divisions, mais il y a une partie, par exemple, d'Europe Écologie Les Verts, qui, à mon avis, sont idéologiquement et genre politiquement extrêmement proches, y compris socialement, de l'électorat de la France insoumise. Et tu fais la même lecture pour le bloc élitaire ou le bloc bourgeois? Le bloc élitaire, c'est différent parce qu'on passe de la classe dirigeante. Macron, pour moi, c'est en gros pourquoi c'est nouveau et que ça change, c'est que c'est c'est un représentant d'un segment particulier de la classe dirigeante qui a pris le pouvoir à l'intérieur de la droite. Mais il n'a pas été élu par la classe dirigeante. Il a été élu par beaucoup de gens. Enfin, Bien sûr, moi, il me mais semble sauf quand même qu'on peut aussi lire ces trois blocs à l'origine, enfin, à l'aune de la représentation qu'elles n'ont ou qu'elles n'ont pas dans notre système mondialisé. On a un bloc libéral, Macron, etc., qui est ultra inséré dans la mondialisation, à qui la mondialisation réussit, qui trouve toutes ses représentations là-dedans. On a un bloc à gauche autour de Mélenchon, des écolos, de toute cette gauche qui est à la fois qui voit dans certains aspects de la mondialisation les aspects positifs, c'est-à-dire la capacité à l'échange, à la co-construction, à la découverte, etc., mais aussi qui met en exergue toutes les tensions du modèle actuel, de la tournure actuelle de la mondialisation. Et donc après, chaque coloration du bloc aura mis en exergue plus une manière ou plus une autre, mais globalement, toutes auront dit une critique, et une critique qui dit on ne veut pas tout retirer de ce qu'on a construit, mais on veut faire prévaloir un certain nombre de valeurs, changer la structure de cette mondialisation. Et un troisième bloc, qui est pour le coup un bloc en réaction, durement, qui est un bloc qui ne se reconnaît pas du tout dans le modèle dominant, dans nos échanges, dans les échanges internationaux, qui en fait vit assez près de la mondialisation, parfois plus qu'une partie du bloc entre guillemets de gauche, assez près dans un certain nombre de pratiques, ou en tout cas de consommation, et en même temps qui ne s'y retrouve pas, qui en souffre, qui trouve qui se sent profondément, je pense, déclassé. Et déclassé à l'échelle nationale, mais aussi à l'échelle internationale, et qui ne croit pas, qui serait peut-être plus proche sur le fonctionnement
économique de la sphère du coup Macron, libérale, etc., de la réussite, de la capacité à devenir l'entrepreneur qui va gagner des millions, que toute une partie du bloc de gauche pour le coup. Mais en fait, le problème, c'est que mondialisation, ça veut tout et rien dire. En fait, mondialisation, c'est quoi? C'est l'universalisation des rapports entre sociétés via la marchandisation du monde. Ok, via la progression de la marchandise. Alors, c'est pas uniquement ça, parce qu'en fait, à l'intérieur de chaque mouvement du marché, il y a des contre-mouvements, et il y a des productions culturelles, et des productions de lutte. Pour toi, la mondialisation est juste liée au marché? Ouais, Et genre, principalement, c'est le marché qui. Bah, et les savoirs, par c'est- exemple. Justement, c'est ce que je dis, c'est que déjà, les savoirs progressent aussi lorsqu'il y a un besoin, genre, de le partager pour pouvoir bénéficier, le problème genre, de à la place du l'économie. marché Dire- dans nos échanges. Derrière, c'est pas les forces du marché qui agissent tout seul. Il y a des individus. Et l'interconnexion culturelle des sociétés, elle produit des effets. D'ailleurs, c'est ce que j'allais dire, c'est que C'est marrant parce que tu mets ça, tu subordonnes ça en fait au marché. c'est intrinsèquement lié. C'est un La produit. question, c'est qu'est-ce que tu en fais, tu vois. Voilà. Mais ce que j'allais dire, c'est regarde, d'ailleurs, les blocs soi-disant, les perdants de la mondialisation comme les présents, donc le bloc national, ils ont carrément réussi ces dernières années à avoir une translation de leur mythe nationaliste en mythe européen. L'Europe, forteresse blanche, chrétienne, contre les invasions barbares. Et ça, c'est une notion où on voit bien que politiquement, ils sont capables de faire le lien avec des espaces beaucoup plus connectés. De la même manière que dans le quotidien, tu disais, les agriculteurs, y compris ceux qui votent extrêmement, genre à l'extrême droite, c'est les premiers qui savent très très bien comment ça fonctionne la PAC, parce que c'est comme ça qu'ils connaissent leur. Donc, Ouais, je suis pas certain que ça soit en tout cas, de façon, non, mais de façon affective, en fait, je suis pas, je conteste pas la réalité de ça, mais genre, la réalité de ce que tu dis, tu vois, mais de façon affective, tu vois, je pense qu'il y a aussi beaucoup de gens qui voient dans la mondialisation la possibilité, par exemple, de pouvoir voir à la télévision, en fait, des films américains. Et tu alors, vois. c'est exactement. Non, je sais, c'est mais c'est pas exactement qu'une question de marché. Il faut pas voir, en fait, dans le fait qu'on voit des films américains qu'une question de C'est marché. rigolo. On vient de démontrer juste ce qu'on est en train de dire en fait. Le fait que pour toi, ce qui soit le plus important dans la mondialisation, ce soit le J'ai fait pas qu'on dit que c'était le plus important, hein, enfin. D'accord, mais Ouais. que ce que tu vois et que tu aimerais voir ressortir de la mondialisation, ce soit la capacité au partage culturel, c'est ce qui fait de toi un électeur du bloc de gauche et Non, c'est pas que ça en fait, hein. C'est aussi la Heineken, c'est aussi un Apple. Ok, enfin, et mais ça, genre, le pour le premier- coup. Non, mais c'est le marché, mais il faut faire attention. C'est pas que le marché. En fait, penser que pour avoir une Heineken, en fait, c'est que le marché. Je pense que c'est limiter en fait la possibilité. Les gens, ils savent, c'est une bière. En fait, les gens, ils sont contents de boire une bière. Justement, mais c'est ça. C'est pas que du marché, c'est aussi du marché, c'est aussi dégueulasse, capitalistique, C'est etc. le marché. l'avancée de la marchandisation, c'est pas que c'est juste des échanges commerciaux, c'est que c'est une subsumption, c'est-à-dire que c'est, il y a un moment, les logiques du capitalisme fondamental s'emparent des sociétés. D'ailleurs, ce qu'on voit, hein, c'est que l'expansion du marché sur l'ensemble de la planète, il provoque les mêmes mécanismes. Non, mais je vais C'est-à-dire pas que pour qu'il y ait défendre le marché, pour qu'il y ait une dispersion de certains comportements, il faut qu'il y ait une dispersion de certains mécanismes qui organisent le marché, y compris dans des sociétés qui ont résisté pour plein de raisons. Aujourd'hui, on voit ces raisons progresser, des pratiques culturelles qui convergent et qui peuvent, mais ce que je disais tout à l'heure, qui peuvent aussi diverger. Et on ne peut pas dire le contraire, c'est que le vote de l'extrême droite, etc., c'est un sentiment contradictoire par rapport à ça. D'ailleurs, elle le met en scène, toujours. Oui. Elle dit le grand capital, les grandes entreprises contre nos petites entreprises. C'est pas pour autant qu'elle veut sortir du capitalisme, hein. Mais elle appuie Ça sur me ça. rappelle. Non, mais c'est ça le problème. mais c'est- C'est que oui. donc, c'est juste que les productions culturelles peuvent être autre chose. Mais enfin, par exemple, en Europe, Erasmus, on pense que ça, Erasmus, ça n'arrive que parce qu'on a besoin de sociétés qui réorganisent et qui harmonisent leur niveau de diplomation, parce que derrière, il y a un marché du travail, tu vois. Moi, je ne crois pas du tout aux bonnes volontés, aux projets où Il y tous en a ensemble, on se aussi, tient la main. il y en- Ça, il y en a- c'est il y en une a grosse aussi. rigolade. Mais non, Non, c'est mais une il y en grosse a rigolade. aussi, je veux dire, il y a aussi des gens, je veux dire, de la même manière que tu as pu évoquer les échanges culturels, il y a aussi des gens qui ont des Au niveau des échanges. individus. Oui, oui, mais tu disais, je ne crois pas du tout au projet qui puisse être porté Dans le pour cadre. des. Tu Les vois, projets institutionnalisés n'ont été faits, en tout cas dans le cadre européen, que sur la question d'un marché. D'ailleurs, l'Europe n'est qu'un grand marché, hein. Il n'y a pas de parlement qui a du pouvoir, ils n'en ont pas, ça sert à rien. Par contre, au niveau des individus et des groupes, il y a une conférence européenne des syndicats maintenant. Mais bien sûr, il y a des gens qui se rendent compte, il y a des gens qui font des trucs. Mais là, on s'éloigne un peu du sujet. Est-ce que c'est vrai qu'il y a un manque de capital cosmopolite, entre guillemets, dans ces populations? Ça, c'est évident. Un capital linguistique, une capacité à bouger, etc. C'est évident. Le problème, c'est que c'est de nouveau une question d'intégration sociale. Donc, Oui, de lien social, profondément. mais aussi de classe. Et du coup, le rejet qui arrive. La question identitaire, elle vient comme pour boucher les Oui, trous de ces oui. questions-là.
Bon, dernière question de notre petit apéro. Qu'est-ce que... il y a maintenant beaucoup de gens à gauche, d'ailleurs, enfin, les partis politiques, en tout cas, sont en ordre de marche pour les législatives. Donc là, il y a des discussions un peu partout pour essayer de créer des alliances, des coalitions ou je ne sais quoi. Voilà, le troisième tour, pardon. Donc, il y a ce troisième tour législatif, mais je suis désolé ou pas désolé, mais genre, ça m'intéresse moyennement parce que de toute façon, on est tout ça est en pleine discussion. Mais il y a aussi cette petite musique qui, en dehors des partis, est aussi en train de se faire entendre dans une certaine gauche, c'est que le troisième tour, ça va être le troisième tour de la lutte. C'est-à-dire que le troisième tour, c'est dans la rue. D'ailleurs, les luttes sont en train de plus en plus s'organiser, à la fois la lutte antiraciste, les luttes sociales, etc. Et que c'est peut-être de là que viendrait le salut. On peut partir en week-end. Est-ce que Non, mais enfin, je veux dire Il y a le vraiment. 1er mai quand même. Voilà, dommage d'avoir enfin, raté le 1er mai. on va faire il y a le le 1er 1er mai mai, on fait dimanche. ça bien. Mais après, du coup, enfin, moi, pardon de partir bien en Vas-y, tête. vas-y. Mais bon, d'abord, on vient de faire 5 ans où on a vu des luttes sociales parfois très difficiles, pas univoques et qui, a priori, n'ont pas permis de changer complètement le rapport de force. Euh, y compris parce qu'on a des règles démocratiques dont on se dote pour choisir la manière dont on choisit les lois. Donc, les lois, toute la base réglementaire qui s'applique depuis la région jusqu'à la commune après le Parlement. Donc évidemment, on va être dans la rue, évidemment, mais le premier, troisième tour pour de vrai, c'est celui des législatives. Alors effectivement, c'est difficile de discuter là, alors que je veux dire, des négociations, la tambouille, et y compris la co-construction sont en cours. Donc voilà, je pense qu'on appelle à ce que ce troisième tour ait lieu, et il n'aura lieu que si on est capable de se mettre en ordre de marche collectivement unis. Voilà, quel périmètre de l'Union, etc. Je pense que c'est pas le moment de faire le débat, mais en tout cas d'y parvenir. Et c'est toi tout à l'heure qui me disais de structurer une force militante, tu vois, ça peut aussi passer par des luttes communes. Alors, effectivement, ça va passer par des luttes communes, mais enfin, c'est-à-dire, ça fait. L'an dernier, on était sur les régionales et départementales, ce qui mobilise genre toute la France parce que les cantons sont quand même pas très grands et qu'on oublie trop souvent en Île-de-France, en tout cas à Paris. Mais je veux dire, les cantonales, c'est 2 candidats plus 2 suppléants partout dans la France sur des petits cantons. En même temps qu'on a fait les régionales qui sont quand même genre ultra importantes parce qu'elles sont structurantes. On a enchaîné sur les présidentielles, on va enchaîner sur les législatives. Donc oui, il y aura 5 ans, c'est même pas un troisième tour, c'est qu'il y aura 5 ans de vie démocratique, et dans cette vie démocratique, il y a une vie sociale, il y a une vie dans la rue, il y a une vie dans les luttes, et pas que les grosses luttes, toutes les petites luttes, les actes de résistance, la capacité à construire des associations. Nos associations, on peut se parler de toute la structuration du monde, nos associations qui existent aujourd'hui, elles sont dans les plus grandes difficultés pour recruter des bénévoles, pour recruter des gens qui agissent. Donc en fait, il va déjà falloir faire vivre ça, investir ça. Mais le troisième tour, pour le coup, il a lieu dans, je sais pas, 2 mois. Et c'est dans 2 mois qu'il faut essayer de gagner pour être en capacité de peser. Alors, d'avoir un Premier ministre, je veux dire, si on est très très fort. Mais Jean-Luc Mélenchon, je veux dire, il y a, pour le coup, moi, enfin, là aussi, soit on est démocrate, soit on l'est pas. Il fait 22% dans les urnes. Il mérite d'être Premier ministre. Je veux dire, en fait, si on est capable de gagner collectivement la gauche et les écolos une majorité à l'Assemblée, il est chef du parti qui a la majorité dans cette coalition. Je veux dire, à un moment donné, il faut arrêter de se raconter n'importe quoi. Donc Premier ministre. Et je dirais, c'est pas une question d'affect. À un moment donné, c'est une question de démocratie. Voilà. Donc Jean-Luc Mélenchon Premier ministre. Et puis après, oui, il y aura 5 ans. Mais se dire, entre guillemets, on lâche le combat parce qu'il va y avoir un troisième tour qui en fait en sera un quatrième et un cinquième et un je ne sais combienième dans la rue, oui, s'il concerne tout le monde. Enfin, moi, j'appelle tous les électeurs qui ont voté la gauche et les écolos à s'engager, mais dans les partis, mais dans les associations en fait, hein, pour faire vivre cette réalité au quotidien. Dans le syndicat. Et en attendant, peut-être qu'après le troisième tour institutionnel, on va peut-être prendre une quinzaine de jours de vacances. Hein. La France y survivra, j'espère. Pablo. Moi, je pense que les défaites politiques, engagent un paysage où la mobilisation n'est pas forte.
C'est-à-dire, il faut arrêter de se mentir. La dernière fois, Macron, quand il est élu, on se prend un coup de massue sur le début du quinquennat. Y compris, dès le début, ça commence sur les ordonnances travail et Ouais. ça vivote dans les termes de mobilisation sociale. On n'était pas nombreux, tu vois. Donc, effectivement, l'événement des législatives, dans un contexte très particulier où il y a des potentiels très différents, hein, pour plein de raisons. C'est la première fois que, depuis le quinquennat et l'inversion du calendrier, qu'il y a un président qui fait un deuxième mandat, que la dernière fois, il avait un ancrage entre guillemets à gauche. En tout cas, il s'était représenté comme remplaçant du PS et que là, il s'est réancré à droite. Donc, les circos qui étaient historiquement de gauche, qu'est-ce qu'elles vont faire? Quels sont les mouvements, les transferts électoraux? Il y a un vrai potentiel. Il faut absolument jouer cette bataille. Il faut la jouer concentrée, organisée, parce que ça aidera aussi la suite pour la communication entre mouvement social et mouvement politique. S'il y a 100 députés de gauche à l'Assemblée et des gros mouvements sociaux, pas du tout la même chose comme paysage. Mais encore une fois, la question d'un tour social, c'est hyper bien. Moi, je suis pour. Je pense qu'il On faut est tous saboter la politique de Macron. C'est-à-dire qu'il faut trouver des moments systématiques, des nouvelles techniques. Je n'ai pas de solution, encore une fois, clairement, pour vraiment, dès le départ, saboter son quinquennat. Ça, c'est sûr. Maintenant, Aucun dialogue possible. avec Macron. Ouais. Il en veut- Je dis ça, j'y crois Mais- pas moi-même, mais genre... Non. Macron ne dialogue pas. Déjà, c'est ça. Je veux dire, Non, mais après, Il a dit qu'il la avait question changé. est légitime. Oui, Oui, oui. on attend de voir. ouais. Non, mais on attend de Mais- voir. Et du coup, la question politique qui va se poser, c'est encore une fois ces trois blocs. Si on prend tous les étages là, que je disais organisation, enfin social, idéologique et organisationnel, chacun va jouer. C'est ça qui va jouer la période. Chacun va jouer une partie différente. À gauche, l'enjeu. Moi, je vais finir par la gauche, parce que comme ça. À l'extrême droite, il y a deux lignes idéologiques. Il y a une fracture idéologique. Il y a Zemmour qui dit union de la droite. Ok. D'ailleurs, son électorat, c'est vraiment les franges un peu basses des Républicains et les franges hautes du FN. Quoi. C'était vraiment la passerelle parfaite. Où d'ailleurs, on appelle à voter RN chez les populations qui n'avaient pas fait forcément avant. Voilà. Bon. Et le RN, pour l'instant, ils ont dit on fera pas d'accord, on va se présenter contre Zemmour parce qu'ils veulent assurer l'hégémonie et rompre avec cette fracture à l'intérieur des deux stratégies. Bon, c'est un bloc. Comment il va se réorganiser? Est-ce que le fait qu'elle ait encore perdu, ça va avoir une tractation? Comment ils vont réunir, comment ils vont participer ou non de la recomposition de la droite? Parce qu'au niveau du bloc, on va dire bourgeois, t'as dit, ou le bloc néolibéral, Macron, idéologiquement, il a de quoi faire une majorité, y compris en gouvernant un peu avec la droite, etc. Mais organisationnellement, ils sont hyper fracturés. Parce qu'en fait, le mec, en remplaçant à la tête de la classe dirigeante d'autres segments de classe, l'ancienne droite, la droite de l'église, du clocher, du terreau, Ouais. de la notabilité provinciale ou de la bourgeoisie versaillaise, on va dire. Là, on parle à droite des startups, du management, des conseils, etc. Il doit quand même faire face à un champ hyper divisé au niveau organisationnel. Il y avait 3 groupes, 4 groupes à l'Assemblée. Ouais. Il y a Édouard Philippe. Qu'est-ce qu'on fait de la moitié des Républicains qui sont prêts à discuter? Donc lui, il a une question d'unification à faire Oui. qui va être un enjeu de s'il veut conserver sa place de leadership au sein de la droite. Ouais, pendant son premier quinquennat, c'était déjà le bordel, sa majorité, ça l'a pas franchement empêché de gouverner. Parce que c'est ce que je dis, il a une unité idéologique. Mais là, il dit, on va peut-être faire une formation de parti unique ou pas. S'il veut, pendant le premier quinquennat, il fait la translation au fur et à mesure de son électorat. Donc c'est pas très grave d'avoir une flexibilité. Le problème, c'est que là, maintenant, s'il veut vraiment réorganiser la droite, c'est-à-dire imposer que le leadership de la classe dirigeante, ça soit le leadership de ce segment particulier des classes dirigeantes, les start-upers, technophiles, et ben, il ne peut pas le faire en oubliant complètement la question organisationnelle. Il peut gouverner comme ça, mais il peut pas créer un bloc cohérent qui se réorganise. Et du coup, la gauche, Mais vas-y. Ouais, je voulais juste rebondir là-dessus, c'est que ça va pas être le seul dans cette difficulté. Je pense que, en fait, il y a une difficulté de recomposition à droite comme à gauche, et chez Macron en l'occurrence, qui est l'absence de leader, en tout cas, l'avenir compliqué des leaders existants. C'est-à-dire que Jean-Luc Mélenchon a un âge certain, donc est-ce qu'il sera recandidat la prochaine fois? Je ne sais pas. A priori, il avait dit que non. Je veux dire, ça se verra, mais a priori, il avait dit que non. Macron sera de facto empêché aux prochaines présidentielles, et Marine Le Pen avait laissé entendre qu'elle ne serait pas candidate. Tout ça dans un contexte dans lequel on a l'apparition, ou en tout cas la confirmation de 3 blocs différents qui ne sont pas assis sur des structures partidaires unifiées. Voilà. Donc en fait, ça pose un vrai sujet de recomposition, probablement un sujet pour chacun des blocs de reconstruire une stratégie pour précipiter son ancrage, sa structuration.
Là où jusqu'à présent, l'existence de leaders forts permettait de tabler plutôt sur la souplesse, sur la capacité à être agile. Macron, au dernier mandat, il avait plutôt intérêt à être en capacité de se déplacer depuis son ancrage à gauche qu'il avait sulfaté, là, pour aller chercher à droite. Est-ce que, au vu du résultat des élections, il n'aura pas intérêt, stratégiquement, hein, à faire plutôt l'inverse? Pardon, mais pourquoi? Dans 5 ans, c'est fini. Du coup, alors c'est ce que j'allais dire, c'est dans la même dynamique que le quinquennat précédent, il aurait peut-être plutôt intérêt à faire l'inverse, à se redéplacer un peu sur sa gauche pour reconquérir de la place. Ceci dit, effectivement, il est empêché et donc se pose la question de structurer un bloc uni, etc., plutôt à sa droite. Mais moi, je pense que c'est une question de classe. C'est vraiment de dire il a remplacé la droite qu'on a connue dans notre jeunesse. La droite catholique, traditionnelle, réactionnaire. C'était le mec d'ailleurs pourquoi il a capacité de venir du social-libéralisme et de se recentrer à droite. Il a montré qu'il pouvait être très réactionnaire, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais c'est que c'est fondamentalement des nouveaux acteurs. Il est en train de détruire les corps diplomatiques, les corps des hauts fonctionnaires, les anciens appareils qui ont verrouillé le fonctionnement de l'État en faisant venir le monde du privé. Simplement, en fait, quand il y a une crise organiste, une crise politique, une démonétisation, mais justement, la classe bourgeoise, c'est toujours aussi une classe révolutionnaire. La bourgeoisie, elle a besoin en permanence de révolutionner la société. Et quand il y a une crise politique, eh ben, bien sûr que le risque vers le fascisme existe, que le risque révolutionnaire de l'autre côté, mais avant tout, la recomposition, elle se fait en interne de la classe dirigeante quand en face, les alternatives ne sont pas assez fortes. Et donc, c'est ça qui s'est passé avec Macron. Macron, c'est une nouvelle droite, une nouvelle classe qui émerge, un nouveau leadership sur cette droite. Par contre, il doit gérer les sédimentations passées. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas complètement disparu, ils sont en train de se faire néantiser dans une certaine mesure, et c'est ça sa question d'unité organisationnelle, c'est comment tu fais pour faire en sorte que les Philippe, les républicains qui existent encore et qui sont dans des territoires où les mecs qui sont implantés et ils ont un ancrage local très fort, et pour qui le discours de Macron ne parle pas du tout, comment tu le deals ça? Bon, et donc du coup, c'est pour ça que c'est une question de bloc. Le leadership des personnes, moi, ne m'intéresse pas, parce que la question des blocs, en plus, c'est ce qu'on disait, c'est l'extrême droite, c'est aussi Dupont-Aignan, c'est aussi Zemmour, et à gauche, quand Mélenchon, par exemple, dans sa conf jeudi dernier, il parle de bloc, il inclut les Verts, il inclut tout le monde, il dit, on a un bloc à 11 millions de personnes. Donc la question, c'est quelle unité idéologique? Moi, ce que je pense à gauche, c'est que, en gros, 2022 a servi à faire la confirmation de 2017. En 2017, il fait un résultat quand même très, très fort, et tout le monde dit, non, mais c'était un hasard, quoi, limite. C'était le vote utile, c'était une aberration, et tout le monde veut se refaire. La social-démocratie dit on va le faire, ça va très bien se passer. Les Verts ils disent non, on n'avait pas de candidat la dernière fois, mais l'écologie est une voie autonome, sui generis, nous existons pour entendre tel, blablabla. Et tout le monde essaie de se refaire, et on se retrouve avec le même rapport de force, plus ou moins. Bon, et du coup, la question c'est, le cœur idéologique de la gauche s'est exprimé, mais il est encore minoritaire. Comment on fait pour agréger? Et là, il y a différents niveaux. Il y a un niveau organisationnel, au niveau de législative, c'est un accord électoral, mais par la suite, ça devra être autre chose, et notamment avec l'intégration du mouvement social. Et de l'autre côté, il y a le niveau idéologique, il y a des fractures qui parcourent encore. Par exemple, on voit bien ce qui se passe avec ce qu'a dit Jadot ce matin. Il y a une fracture, il y a un moment, il y a une fracture idéologique à des endroits. Il y a deux trucs qui, à mon avis, transversent actuellement le champ. C'est leur caractère, ça peut dater comme fracture, mais on va dire réformiste, radicalité. On voit bien que c'est ce qui a scindé en deux la primaire des écologistes. Bon, et que c'est ça qui fait les tensions aujourd'hui avec le choix à prendre du côté des écologistes. Et il y a aussi une fracture au niveau des écolos sur la question de est-ce que l'écologie, ça fait partie de la gauche ou est-ce que c'est un projet à part, une nouvelle grille d'analyse sui generis. Il va y avoir et les autres sont plus ou moins tranchés parce que le PS n'existe pas et que attention sur le PS n'existe non pas. mais ils vont survivre comme le PRG, ils peuvent survivre 50 ans. Attention. Ils n'en sont pas au stade du PRG. Ne vends pas la peau de l'ours avant de l'avoir Je te parle d'un tué. territoire où le PRG. Il y a 30 députés quoi. Il faut arrêter politiquement. Je veux dire, on nous a dit Politiquement, la social-démocratie, elle n'est pas morte. Enfin, d'abord, elle n'est pas morte dans le monde, et donc c'est peut-être par là aussi, parce que, comme tu l'as dit, la mondialisation, elle est encore très active, et elle est aussi active à cet endroit-là, et notamment en Europe. La social-démocratie a le pouvoir quand même dans pas mal d'endroits en Europe, en Allemagne, en Espagne, etc. Et peut-être que c'est ça aussi qui va leur permettre de se refaire une nouvelle les jeunesse. conditions politiques de l'existence de la social-démocratie En n'existent France. pas. En France. Mais elle existe en Allemagne, elle existe en Espagne, par exemple. Enfin, Oui, Un système différent et avec une crise qui n'est pas non plus, enfin je veux dire, la progression de l'extrême droite en Allemagne. je dis pas qu'ils ont une solution à quoi que ce soit. Enfin.
Bref, Bah, ils sont- Sur ce, on n'avait pas dit qu'on faisait Oui. court, les amis. Oui, là, ça fait 1 heure pile, donc on Une va heure s'arrêter là. pile. Exactement, c'est parfait. Et de toute façon, la suite au prochain numéro.